Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Olivier Herold, coach, consultant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Olivier, bienvenue dans Homme le podcast, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter et expliquer rapidement qui tu es et ce que tu fais? Absolument, merci Marie-Ange, merci Marc. Je suis Olivier Herold, donc autrichien-irlandais, vivant en France depuis presque 20 ans. Je suis coach, consultant, j'ai mené pendant plusieurs années un cabinet de leadership, de coaching et de formation de management pour des grosses entreprises. J'ai arrêté cette année et là je suis en train de créer ma nouvelle aventure à partir de l'année prochaine. Hâte d'en savoir plus. Généralement, on commence tous les épisodes par la première question qui est qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça représente le mot masculin pour toi? Le mot masculin, je pense que déjà c'est chargé de plein de connotations et d'où aussi d'émotions. Le premier souvenir d'être confronté à masculin, féminin, pour moi, ça date de quand j'avais 6 ans. J'ai détesté jouer au foot. Et je voulais absolument pas jouer au parc, à la récré, au foot avec les garçons, et c'était les garçons. Donc l'option, c'était soit de jouer même malgré moi, soit jouer avec les filles et m'affirmer dans mon choix. Et je voulais en fait que ma mère m'écrive un petit mot en disant Olivier peut pas aller à la récré, il peut pas aller au parc pendant les pauses pour une raison XY. Ma mère a refusé. Elle a dit non, tu fais ton choix. Donc c'était peut-être le premier choix de masculin-féminin que j'ai dû prendre et j'ai très vite compris que ça sera pas le foot, à quel point j'aime pas. Et donc voilà, donc j'ai fait mon choix qui a peut-être pendant un bon moment influencé aussi ma connotation de qu'est-ce que ça veut dire d'être masculin. Ça veut dire aimer le sport, être fort. Il y a une forme d'agressivité parce que en fait une des raisons pour laquelle j'aimais pas le foot, c'était parce que j'avais peur du ballon. Il y avait ce jeu où c'est pas le foot évidemment, mais un autre jeu, je sais pas comment ça s'appelle en français, où il fallait avec le ballon taper sur les gens. Et si tu te faisais taper, tu étais out, voilà. Donc, ça veut dire tirer sur les personnes avec un ballon. J'avais détesté ça faisait mal. Donc voilà, c'était ça, le premier contact de ce choix masculin-féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et autant que spontanément, j'ai choisi ma voix, donc peut-être la voix plus féminine. Je me suis pas posé trop de questions, mais ça m'a certainement marqué. Et pendant des années, en fait, je me suis fait charrier à l'école parce que j'aimais pas le sport, etc. Ok. Le sport, je crois que c'est la balle aux prisonniers ou dodgeball en anglais. Dodgeball, that's it. Balle aux prisonniers. La balle aux prisonniers. Maintenant, Maintenant, je sais quoi éviter parce que j'aime toujours pas. Je comprends très bien. C'est marrant parce que moi, je crois que quand j'étais petit, pareil, j'ai joué plutôt avec les femmes, avec les jeunes filles. Moi, j'ai fait beaucoup d'élastique où on menait, il fallait faire des trucs. Et donc, je me demandais, c'était quoi, toi, les jeux que tu jouais à la récré avec les filles? Pareil, l'élastique. Il y avait une espèce, je sais pas, on avait des cases par terre. Je me souviens peut-être plus très bien comment ça marchait, mais voilà, exactement. Il y avait un bac à sable. Donc, je me souviens même encore à l'âge de 7 ans jouer dans le bac à sable. Je sais pas à quoi. J'ai oublié. Après, je me sentais pas forcément intégré avec les filles non plus. Je pense que j'étais d'un naturel beaucoup plus introverti à l'époque. J'avais une forte préférence pour l'introversion. Donc, je cherchais le contact avec une ou deux autres personnes et je me suis fait des copines proches, mais c'était moins des jeux avec beaucoup de gens, en fait. Donc, la notion de groupe, je sais pas, ça, c'était pas moi non plus à l'époque. Je l'ai développé beaucoup plus tard, ça.
Et j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que malgré tout, dans les jeux dits féminins à l'école, il y a quand même un esprit de compétition. Parce que moi, je me souviens qu'à l'élastique, il fallait quand même être le plus fort, il fallait, à la marelle, il y a quand même un truc où il faut gagner. C'est marrant, parce que pour moi, dans le côté un peu masculin, il y a une sorte d'esprit de compétition. Et en fait, c'est vrai que dans les deux jeux, dans tous les jeux, il y a un esprit de compétition, mais il est valorisé de la même façon. Le but d'un jeu, ça reste de gagner quand même. Certains jeux, après, t'as des jeux aujourd'hui collaboratifs où on est censé être inclusif. Mais le but est toujours de gagner, même s'il faut collaborer pour gagner. En fait, il y a toujours ce côté gagnant-perdant, en fait, c'est vrai. Et moi, je me souviens que je me souviens pas d'avoir été charrié pour le coup, pour avoir joué à l'élastique. Est-ce que tu te souviens sur quoi il te charriait ou c'était juste pour Je me souviens pas très bien du détail de pourquoi. Je me souviens d'être charrié parce que j'aimais pas le sport, j'étais nul en plus. Hein. J'étais toujours le dernier à être choisi dans les équipes, clair. Voilà, ça va ensemble. C'était pas explicite. En fait, it was bullying. Voilà, sans avoir une raison, en fait, je pense. Et j'ai encore une cicatrice sur mon oreille où un garçon m'a poussé dans une haie de rosier, je pense, ou un truc comme ça, je sais pas, quelque chose qui m'a coupé, en fait. Est-ce que je me souviens pourquoi? Non, pas trop, okay. En fait. Peut-être il faut quelques années de plus de psychanalyse pour le dévoiler, je sais pas, c'est possible. Je me souviens de l'acte, du pourquoi. Ok. Non, mais je me demandais, tu vois, est-ce que c'était le côté introverti? Est-ce que c'était le côté jouer avec des filles? Parce que moi, je me souviens pas d'avoir été charrié. Je me souviens que je me charriais moi-même. J'étais un peu gêné, tu vois, de préférer faire de l'élastique au foot. Mais je me souviens pas d'avoir été charrié. Donc après, peut-être que, tu vois, c'était savoir quel aspect de ton masculin avait pu être charrié, si tu t'en souvenais. Pas comme les autres. Ce que je me souviens, c'est ce sentiment d'exclusion, c'est-à-dire, t'es pas comme nous. Voilà. Pourquoi ça aurait été le cas, je sais pas. Je pense que c'est dans toutes les écoles pareil. J'étais dans une école internationale, donc on était tous différents finalement parce que il y avait 90 nationalités dans l'école. C'était une école à Vienne, l'école internationale de Vienne d'ailleurs. Donc plein de raisons de trouver quelque chose où quelqu'un est différent. Mais au fin de compte, oui, à cette époque-là, donc je sais pas, entre l'âge de 8 et 10 ans probablement, 6 et 10 ans, c'était simplement t'es différent. Voilà. C'est ça dont je me souviens, en tout cas. Voilà. Et en fait, ça a continué, je dis jusqu'à 10 ans, mais c'est pas vrai. Je pense que ce côté d'être charrié, c'était récurrent presque jusqu'à 14-15 ans, en fait. Après, je le traitais différemment, je les ignorais. Voilà. Donc, ça m'atteignait moins. Donc, c'était moins récurrent. Mais je me souviens très bien du jour où ça a changé. J'avais 16 ans. Il y avait une espèce de spectacle, je sais pas, The School Has Talent. Chacun faisait un peu ce qu'il pouvait, soit des mini pièces de théâtre ou une chanson, etc. Et moi, à l'époque, j'étais magicien. Voilà, donc, j'ai passé des années à m'entraîner, donc je le faisais aussi pour des mariages et des baptêmes et des bar mitzvahs à peu près, voilà. Donc c'était assez bien, mais personne à l'école le savait en fait. Donc moi, j'ai fait mes 4-5 minutes avec Freddie Mercury, It's a Kind of Magic, et un deuxième morceau, et tout le monde était épaté. Et là, c'était la première fois que tous ces garçons, dont certains que je connaissais depuis que j'avais 6 ans, parce que l'école internationale, c'est de 3 ans à 18 ans, en fait. Donc, il y avait encore des copains que je connaissais depuis cette époque et qui sont venus me dire mais Olivier, c'est incroyable, comment tu fais ça? Et bon, évidemment, le secret, soi-disant professionnel, c'est ne pas relever. Donc, tout d'un coup, j'avais quelque chose qu'ils voulaient et qu'ils n'avaient pas et qu'ils ne pouvaient pas faire. Et c'était un très, très grand moment pour moi. Je me souviens, c'était la première fois. Et c'est à partir de ce moment, ils se sont plus moqués de moi. Génial. Et ouais, c'est avant tout une question de posture à l'école. Quand il y a des cas comme ça de harcèlement scolaire, parce que c'est ça, le plus gros pouvoir de changement, c'est quand on donne à l'enfant la clé pour pas se laisser faire ou pour détourner l'attention. C'est marrant parce que moi, je faisais de la musique en dehors de l'école quand j'étais gamine. Et pour le coup, moi, toute l'école le savait parce que ma mère, c'était celle qui venait faire chanter les enfants à l'école. Donc, ça coulait de source. Ouais. Du coup, ça a été très différent parce que moi, c'était normal que je fasse de la musique et jamais personne m'a questionné là-dessus. Donc, c'est marrant, les vécus sont différents entre... je dis rien et d'un seul coup il y a une révélation, ou alors moi c'était complètement banalisé et quand j'étais pas là c'est parce que je faisais de la musique. C'est vrai, et ce point de posture est vrai, et je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y avait le premier niveau où j'ai appris à l'ignorer. En fait, encore ma mère, c'était un autre moment, mais elle m'a dit tu sais, tu peux faire 2 choses dans ces cas-là. Soit tu peux courir
Voilà, soit ils te suivent, soit ils te laissent, ou tu peux te battre. Et moi, je n'étais pas du tout du genre de me battre, mais par contre, je leur marchais sur les pieds. Donc, en fait, j'ai combiné les deux, je leur marchais sur les pieds, et après, je courais. D'où, sans doute, la cicatrice. Et donc, au bout d'un moment, je m'en foutais plus, j'avais mes armes, et j'étais beaucoup plus tranquille, c'est vrai, donc ça sortait beaucoup moins. Ça, c'était la première posture. La deuxième, c'était beaucoup plus intérieur. C'était, moi, je sais faire quelque chose, comme toi, peut-être la musique. Moi, je sais faire quelque chose que eux, ils savent pas faire. Et donc, ça a amené une sorte d'égalité, peut-être. Et surtout parce qu'ils admiraient ce que je savais faire. Donc, voilà, 2 étapes bien distinctes. Voilà. Je trouve ça marrant quand tu compares les deux. Je me dis, quand je t'écoutais, Marion, je me dis, mais en même temps, c'est comme s'il avait préparé un tour de magie pendant 10 ans. Et tout d'un coup, il oui. C'est comme le plus gros tour de magie de ce tour de magie. Ça faisait quand même 6 ou 7 ans, oui, parce que j'ai commencé quand j'avais 8 ou 10 ans, 9 ans, 10 ans, je pense. Et après, j'ai commencé à vraiment m'intéresser et aller au cercle magique de Vienne. Et je me suis entraîné avec un magicien. Donc, oui, c'est peut-être ça, oui. Pendant 6 ans, je me suis entraîné en cachette. Et tout d'un coup, voilà, paf, sorti comme le lapin du chapeau. Et tu disais que ça, c'était ta représentation du masculin quand tu étais petit. Et aujourd'hui, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui était la représentation ? Oui, je pense que ce côté plus fort, plus sportif, l'image masculin typique, j'imagine. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, déjà, on est 20 ou 30 ans plus tard. Donc, je pense que déjà la masculinité ou la vision de la masculinité a changé. Moi, personnellement, je sais que j'ai une force intérieure extrêmement forte et je m'en fous, en fait, si ça se voit ou pas. Moi, je le sais. Et j'ai su juste avant, je pense que cette soirée de magie là, que j'étais au Mans. J'en ai parlé à personne, j'ai pas eu d'expérience, mais j'avais 15-16 ans quand tout d'un coup je l'ai compris. Et à l'âge de 19 ans, j'ai commencé mon coming out à l'âge de 18 ans avec quelques copines très proches. C'était à l'âge de 19 ans, je me suis dit, bon, alors là, maintenant je m'en fous. J'ai fait mon coming out avec ma mère, ça s'est plus ou moins bien passé. Pas trop, mais quand même ok. Avec mon père, c'était une catastrophe. Mais voilà, du coup, je me suis dit, bon, je fais mon coming out avec tout le monde. Et soit mes amis me quittent, soit ils restent, voilà. Et cette force intérieure, j'associe aussi maintenant aussi à une forme de masculinité. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'homosexualité et le fait de me dire à l'âge de 19 ans, bon, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, et sans doute mon historique à l'école m'a aidé avec ça, donne une force. Donc, force n'est pas forcément visible, c'est pas forcément les muscles, c'est pas forcément la vitesse, c'est pas forcément le foot. Je pense que la force, c'est un trait qu'on associe souvent à la masculinité, et pour moi, c'est pas la peine de le voir. Il y a plein de manières d'avoir de la force. Il y a plein de femmes avec beaucoup de force, d'ailleurs, comme il y a beaucoup d'hommes avec beaucoup de douceur aussi. D'ailleurs, ça me ramène sur un autre sujet, c'est déjà que les labels qu'on donne à certains traits, qu'ils soient masculins et féminins, je trouve pas très aidant, en fait, parce que je pense qu'on est là aujourd'hui à cause de ça, à cause de ce label. Pourquoi est-ce que la douceur serait féminine? Pourquoi la force serait masculine? Pour plein de traits qu'on dit masculin et féminin. Pourquoi? Est-ce que c'est un stéréotype? Oui, peut-être. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas dans plein de cas, c'est pas vrai du tout. Mais on continue à s'attacher un peu à ces labels. Très longue réponse, un peu convoluted, mais bon. Non, c'est très bien. Ouais, après, pour moi, aujourd'hui, c'est faire la distinction entre le genre et le masculin. Enfin, tu vois, entre qui est justement la question normalement qui vient après, entre qu'est-ce que c'est que le masculin et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme, ou qu'est-ce que c'est que pour toi un homme. Bon, le masculin, c'est les traits dont je parlais. Est-ce que j'ai une définition pour moi du masculin auquel j'aspire aujourd'hui? Non, je sais pas. Je pense pas vraiment. Justement parce que je trouve pas ces labels de ça c'est plutôt masculin, ça c'est plutôt féminin.
très utile. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un homme? Je me pose pas trop de la question, très honnêtement. J'ai un côté très douce, très féminine. Je suis homo. J'ai plein de traits qui sont partis de moi. J'ai envie de douceur, de câlin, d'amour. Je rêve. Je suis très protecteur, protectrice, nourrisseur aussi. J'adore inclure d'autres et les protéger. Ce qu'on pourrait dire, c'est plutôt une qualité de mère. Et d'autre part, je me sens entièrement masculin. J'ai pas ni envie ni le sentiment d'être une femme ou de vouloir être une femme. Pour moi, être un homme aujourd'hui, ça veut dire simplement vivre ce que j'ai à vivre avec mes valeurs. Et je mets pas de label sur ces valeurs. Voilà, c'est mon mélange de valeurs à moi. Et je m'en fous un peu si quelqu'un d'autre maintenant trouve, c'est pas un vrai homme. Oui, tant pis pour toi, merci. On n'a pas besoin d'être beaucoup ensemble, hein. Voilà. Je comprends. Ça peut paraître obsolète et je me dis souvent quand on le fait, aujourd'hui, en plus avec la fluidité des genres, que ça peut être obsolète de catégoriser ce qui peut être une énergie masculine ou féminine. Sauf qu'après, pour moi, c'est des archétypes. Et tu vois, quand parfois, dans certains autres endroits, on va me parler de yin ou de yang ou de Shiva ou de Shakti, ça me parle moins. Enfin, tu vois, quand on dit connecte-toi à Shiva ou à Shakti, qui sont donc deux divinités indiennes qui représentent un le masculin et l'autre le féminin, ben moi, à l'intérieur de moi, ça résonne pas et ça vibre pas. Et par contre, quand on me dit l'énergie masculine ou féminine, tout d'un coup, c'est une sorte d'archétype ou c'est une énergie qui est beaucoup plus facile pour moi à canaliser, comme si je me dis, OK, la conscience et la matière. Est-ce que c'est pas juste parce que tu, depuis tout petit, entends ces mots masculin, féminin? Et si depuis tout petit, on te parlerait de yin et yang, tu auras la même vibration. Je pense que c'est, voilà. Donc, est-ce que c'est une raison de continuer à l'utiliser? C'est ça où je me pose des questions. Est-ce qu'il voudrait... J'ai pas d'enfants, voilà. Mais si j'avais des enfants, est-ce que moi, je parlerais plutôt de yin et yang ou des divinités indiennes ou un autre concept avec d'autres mots, avec d'autres labels, afin de désamorcer? Je sais pas. Parce que ayant justement grandi dans une école internationale, moi, je suis du genre de célébrer tout et de ne pas célébrer rien. Ce que je veux dire par ça, en Angleterre, maintenant, on ne dit plus Merry Christmas, mais Season's Greetings. Parce que on veut pas être offensif, parce que peut-être cette personne ne célèbre pas Noël. Oui, mais bon, on peut aussi dire Happy Hanukkah ou les meilleurs vœux pour Diwali. Pour moi, il faudrait garder toutes ces différences. Donc, est-ce que de changer le label masculin-féminin, est-ce que c'est utile? Non, peut-être c'est mieux d'en parler comme nous on fait aujourd'hui, comme vous faites dans la série de podcasts pour aérer plus d'opinions qui sont différentes et pour justement accepter cette diversité et le fait que dans notre culture, on appelle ça masculin et féminin et ça n'a pas forcément quelque chose de négatif. Il n'y a pas d'une intention négative derrière. Et je n'ai pas la réponse. C'est toujours un discours dans ma tête, des questions que je continue à me poser. Mais j'aime pas trop simplifier afin de vexer personne. Je pense qu'on arrivera à un truc qui est tellement simple que tout sera beige et tout sera pareil. Voilà. Bah, c'est le truc qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu vois, la voie bouddhiste, c'est un peu la voie du milieu, mais moi, je trouve que pour connaître la voie du milieu ou sentir le milieu, c'est bien de connaître les polarités. Enfin, tu vois, de connaître l'ombre et la lumière, de connaître le masculin, le féminin. Donc, j'aime bien quand tu as des archétypes opposés qui fait que tu peux, malgré tout, l'expérience terrestre, c'est de découvrir la polarité, la joie et la tristesse. Enfin, tu peux connaître que la joie. Et qu'on a tous ces polarités en nous, peu importe le label. Juste parce que je suis un homme, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des traits soi-disant féminins. C'est pas exclusif, je suis d'accord. Je pense qu'on a tous des polarités où on est quelque part sur une échelle de polarité, en fait. Donc, voilà. Et je pense que très peu de gens sont complètement d'une côté ou d'autre côté des extrêmes non plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais à tout ça, est-ce que tu sens des différences entre le masculin en Angleterre, en France, en Autriche, ou est-ce que tu as senti des différences en fonction de tes origines ou de ton pays dans comment appréhender cette notion ou Oui, de manière générale, les pays nordiques, l'Angleterre, les pays nordiques, l'Allemagne aussi, par exemple, sont
beaucoup plus, coincé, pour ne pas utiliser le mot correct, mais je pense que les hommes ont plus de mal à s'avouer qu'ils ont un côté soi-disant féminin ou des traits féminines. Et dans les cultures latines, bien qu'il y a ce machisme, il y a quand même aussi beaucoup plus de liberté d'expression, des émotions. C'est OK, voilà, de montrer des émotions. Mais féminine, mais le côté féminin, mais aussi la colère. Donc c'est pas que l'amour et le côté douce, etc. C'est aussi dans les pays latins, c'est aussi OK de s'exprimer sa colère, par exemple, qui n'est pas le cas, par exemple, en Angleterre. Donc oui, je pense qu'il y a une différence. Est-ce que fondamentalement les traits sont différents? Non, je pense pas. Je pense que c'est sociétalement difficile de vivre certaines façons parce que il y a peut-être une peur d'être jugé. En Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Allemagne, en Autriche, il y a peut-être plus de peur du jugement. Ça se fait pas, hein, tu vois. Donc c'est ce genre de truc. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non, je pense pas. Mon père, qui était autrichien, il était très guidé par ses émotions, des émotions qu'il était incapable de citer, de nommer, d'en parler. Voilà. Sauf que ça se voyait dans ses yeux, dans son visage, et je voyais les émotions qui avaient envie de sortir, mais ça se fait pas. Donc, il était toujours très, très posé, très strict avec lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu les émotions. Est-ce que dans une pays latine, mon père, s'il avait grandi, je ne sais pas, en Italie par exemple, je pense qu'il aurait peut-être plus facilement montré certaines émotions, peut-être pas toutes. C'est peut-être à l'époque, mon père aurait 90. En tout cas, c'est d'une autre génération, et de pleurer en public à l'époque, ça se faisait pas. Mais dans une pays latine, on pouvait quand même montrer la colère et d'autres émotions beaucoup plus qu'en Autriche. C'est aucune émotion est montrée. Hein. On reste beaucoup plus centré, calme et à sa place, comme l'Angleterre. Je me demande si ça vient pas avec le côté romantique, chevaleresque et sensuel qu'on peut attribuer à la Méditerranée, d'amener justement peut-être un peu plus de sensualité, ou même si c'est dans séduire quelqu'un, dans la séduction, il y a une approche plus féminine, a priori, à part si c'est un peu bourrin. Il y a quelque chose de plus rond. Il y a plus de séduction visible, il y a plus d'amour visible, il y a plus aussi d'amitié, en fait, des expressions d'amitié. En Italie ou au Maroc, dans certains pays, deux hommes qui se tiennent la main, ça ne veut pas dire qu'ils sont homo. C'est juste des amis. En Ouganda, au Kenya, c'est pareil. Ça change peut-être aujourd'hui un peu à cause de la culture de l'Ouest, mais à la base, non, ça ne voulait rien dire. C'était juste une expression d'affinité ou d'amitié. Donc oui, je pense que vers le Sud, il y a plus d'expressions sans jugement. Parce que je sais que pour moi, tu vois, par exemple, un pays peut vachement influencer ma pensée. C'est-à-dire que quand je suis en Angleterre et que je vois un policier en turban, un sikh en turban, ça me paraît normal. Je verrais ça en France, je serais choqué. Et c'est marrant comment même aux États-Unis, je sais que je me comporte pas pareil, comment même arriver dans un pays, tout d'un coup, il y a une partie de mes jugements qui sont pas pareils en fonction de l'endroit où je trouve dans le monde. Et je sais que en Angleterre, pour le coup, il y a beaucoup de liberté dans une forme d'expression de tenue vestimentaire, corporelle et religieuse qu'ils n'ont pas sur la sensualité, sexualité qu'on a plus en France. C'est pour ça que je posais cette question, parce que parfois, ça tout d'un coup, moi, un policier avec un turban en Angleterre, je me dis, ouais, trop cool, trop bien, c'est génial. En France, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et c'est normal, oui. Ouais. Tout à fait, oui. Donc un des sujets qui m'intéressait aussi, c'était ta préférence pour les hommes et comment se construire dans ça. Et ce qui m'a vraiment lancé un jour sur comment sont perçus, comment la sexualité peut influencer la perception du genre. Et un jour, moi, j'étais à un cours de danse africaine qui s'appelle la bouti-thérapie. Il y a quasiment que des corps féminins, sauf que je ne devais pas y aller tout seul. Puis un jour, je rencontre le cousin d'un pote qui préfère aussi les hommes. Donc on va danser. Lui est libre, il en a rien à foutre, donc il danse comme il veut. Moi, j'ai un peu faut que je présente, tu vois, il y a 15 meufs ou 18 meufs dans la salle, mais j'ai adoré. Et j'ai une grande réflexion qui est née après. À la fin, mon pote va demander à une femme du cours, elle lui dit « Ah, est-ce qu'il y a d'autres mecs qui viennent ?» Et elle lui répond « Des homos souvent, des mecs moins. »
Lui, on a eu rien à foutre. Et moi, c'est quand même vachement violent de dire qu'un homo n'est pas un mec. C'était pour savoir comment tu avais senti cette chose-là en grandissant. Je vais répondre à ta question. J'ai juste envie de te poser une question. Est-ce Bien que ça sûr. aurait été différent si dans cette salle, ça aurait été que des mecs qui dansaient? Et que c'était un corps masculin qui disait des homos souvent, des mecs Ouais. moins? Non, non, non. Ignore la question. Juste comment est-ce que tu t'aurais senti en dansant avec que des mecs? Alors moi, souvent, quand il y a que des mecs, je suis souvent le côté très féminin. Je suis allez, les mecs, on y va, on bouge. Pour le coup. Donc tu t'en fous. Tu t'en fous plus, en fait. Tu te lâches. Un peu comme ton copain qui est homo, qui dans une salle pleine de femmes se lâche. Il s'en fout. Alors, ça dépend parce qu'il y a une part de moi qui adore être séducteur et joueur et un peu alors je vais dire dragueuse. Donc c'est vrai que si je connais pas forcément les mecs et que je viens et que je frotte mon cul sur un corps masculin que je connais pas, je sais pas, ça va dépendre de l'ambiance et de l'énergie. Je pourrais presque être plus gêné si c'est qu'un groupe de mecs qui sont censés twerker, ils sont tous inhibés. Je sais pas du tout. L'origine de ma question, c'est dès qu'il y a un enjeu de séduction potentielle, il y a une espèce de gêne, en tout cas de réflexion. Il y a quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Tu l'as dit, tu es entouré par 15 nanas et donc tu représentes, je pense que c'est le mot que tu as dit, tu es conscient qu'il y a une séduction potentielle. Et si tu es dans une salle pleine de personnes qui te tirent pas forcément sexuellement, donc moi en tant qu'homo ou ton copain en tant qu'homo avec 15 femmes, ben, je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent de moi. Donc je peux me lâcher. Et par ailleurs, beaucoup de femmes aiment ça parce qu'ils aiment danser et ils aiment bien danser avec des mecs. Et en plus, voilà, si on peut se lâcher, c'est encore mieux. Voilà. Donc je pense que moi, j'aurais du mal à me lâcher autant dans un environnement qu'avec des hommes. De me laisser aller et de faire ma folle, de danser comme je veux, etc., sans réfléchir, bah, parce que j'ai envie de plaire. Et dès que tu as envie de plaire, bah, tu commences à réfléchir consciemment ou inconsciemment. Désolé, petite parenthèse, ça m'a juste frappé. Je pense que, voilà, parce que ta petite histoire m'a fait réfléchir et penser à ça. Juste pour rebondir avant que j'oublie, j'ai mes copines qui m'ont dit que quand j'étais pas dans le cours était pas du tout pareil. On m'a dit que les cours où j'étais là, il y avait tout d'un coup une sorte de tension entre toutes les femmes que quand j'étais pas là, n'était pas du tout présente. Et ça, je pouvais pas le mesurer, mais j'ai une copine qui m'a dit, putain, les cours où t'es pas là, c'est vachement plus détente. L'ambiance est beaucoup. L'inverse est vrai aussi, hein, ça va dans les deux sens, je suis sûr. Hein. C'est quoi ta question? Nomo n'est pas un mec. Je pense que je suis du côté de ton copain. Je ne mettrai pas autant de poids sur l'expression. Il y a beaucoup d'homos, mais pas beaucoup de mecs. Je pense pas que ça me fera du mal ou que je me dirais, ah putain, mais moi je suis un mec. Je sais que je suis un mec, voilà. Donc, et je suis même pas sûr que c'est peut-être pas juste un raccourci pour mec hétéro, tu vois. Je sais pas. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait mon coming out, je me pose très très rarement ce type de questions. Avant, beaucoup. Avant, ça me travaillait et maintenant, je m'en fous si quelqu'un pense que je suis pas un mec. Voilà, j'ai pas besoin de passer de temps avec cette personne. Évidemment, je dis ça comme si c'était très facile. C'est pas toujours facile dans le monde professionnel, par exemple. J'ai passé des années, même après mon coming out, à être très sensible à ce sujet. Je disais pas forcément que j'étais homo parce que il y a toujours des gens au boulot qui m'aiment pas ou qui sont homophobes donc j'évitais d'en parler jusqu'à j'ai compris que à l'époque mon N+2, j'avais je sais plus 25 ans à peu près, 26 ans, disait derrière mon dos, lui, il a des idées bien au-delà de sa tête et de toute façon, lui, il n'aura pas un poste professionnel avant sa trentaine et il n'a pas ajouté ce homo, mais c'était très clair qu'il était homophobe. Et peu après, j'ai quitté ce job, pas à cause de cette histoire, mais parce que je voulais déménager à Londres. Mais par contre, cette histoire m'a fait réaliser qu'il fallait absolument que dans le premier ou le deuxième entretien, avant que quelqu'un me propose un poste, que je glisse que je suis homo. Et j'ai toujours trouvé un moyen. Il suffit dans un entretien de dire nous, ce week-end, nous étions, etc. Et après de dire mon partenaire, mon conjoint. C'est pas la peine de dire je suis homo et avoir un gay pride flag. Non, si tu glisses ça dans une conversation, si quelqu'un est vraiment homophobe, il va probablement pas te proposer le poste. Et moi, ça m'a arrangé. Donc depuis, vraiment, j'ai eu 3-4 postes différents. J'ai jamais eu des problèmes au boulot. C'est peut-être aussi parce que j'ai choisi mes employeurs
en fonction parce que je les ai évalués autant que eux ils m'ont évalué. Et les seuls moments où cette question d'homosexualité, etc. est venue, c'est avec des clients. Je fais des développements de leadership, je fais du coaching, des formations de management. Le cabinet que j'ai mené pendant des années faisait ça. Déjà avec des clients, ils n'ont pas forcément besoin de savoir que je vis avec un homme. Dans une relation avec un client, tu sais pas, les prestataires, tu sais pas si la personne est mariée, oui ou non. Voilà, donc pas la peine forcément d'en parler tout de suite. Avec certains, c'est devenu très libre et très vite, on a vite compris qu'on se comprend. Donc, je le cache pas, mais j'ai pas besoin d'en parler tout de suite. Et encore moins avec mes coachés ou mes participants dans un programme de développement. Parce que là, si tu as une vingtaine de cadres supérieurs, d'une certaine tranche d'âge en moyenne quand même, au pire, ça va mettre un frein et au mieux, c'est neutre, mais ça n'ajoute rien. Voilà, donc oui, ça m'est déjà arrivé de faire des stages résidentiels pendant 3 jours et d'être assis à côté d'un participant. Il parle de sa femme et du coup, je dis soit je suis célibataire, soit je parle de nous, mais je dis jamais il, je dis juste nous. Donc je ne mens pas, mais je n'attire pas l'attention dessus. Voilà, donc ça c'est les seuls moments où peut-être ça me croise l'esprit. Le reste du temps, non, il y a tellement de choses dans ce monde où il faut se casser la tête. Si quelqu'un a un préjugé contre moi, tant pis. Cool. Et je suis très cool sur ça, mais pas sur d'autres choses. Hein. J'ai plein de problèmes qui me préoccupent. Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai switché à un âge très jeune. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui a 47 ans, 2 ans moins que moi, et qui a fait son coming out qu'il y a 6 ans, qui n'est pas aussi à l'aise. Il n'aime pas que je l'embrasse quand je le vois ou dans la rue, dans un café, etc. Moi, pendant des années, j'ai vécu avec un homme où ça ne posait pas de problème. Donc maintenant, il faut que je me freine. Donc je le fais à cause de lui. Mais moi, je m'en fous complètement. C'est marrant, c'est comme si ça t'avait libéré. Parce que moi, je ne sais pas si je serais capable de dire je suis un mec et je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est comme si ma construction de temps en temps, parce qu'aujourd'hui, je pense que je me sens plus très hétéro, plus forcément ni mec ni femme, ça change. Mais par moments, je suis rattrapé par un conditionnement de un mec, c'est ça. Et c'est comme si, tu vois, le fait que tu te sois dit, ok, je suis homo et j'ai fait mon coming out de magicien et de ma sexualité, hop, c'était passé à autre chose. Et que moi, à 39 ans, je suis encore en train de me dire par moment, c'est quoi être un mec? Je suis encore rattrapé par cette poursuite illusoire, alors que tu vois, nous avons fréquenté des lieux similaires et je sais très bien que c'est illusoire, mais c'est vachement dur de complètement lâcher. J'ai envie d'être un mec, tu vois, d'incarner le mec, comme si ça avait libéré. Je n'ai pas d'astuce pour toi. Je ne peux pas malheureusement te dire, voilà, tu fais ça comme ça et ça viendra. C'est venu comme ça un jour pour moi et je le cherchais pas en fait. Et comme j'ai dit, pour moi c'est venu d'un coup sans réfléchir parce que je le cherchais pas. Et je sais que pour d'autres c'est pas le cas. Et j'ai un ex qui a maintenant, je sais pas, 53, 54. Il est convaincu que personne sait qu'il est homo. Il a vraiment fait son coming out. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette sensation c'est en fonction du lieu, de la personne que j'ai en face de moi. En fonction, je sais qu'il y a par exemple certaines femmes qui vont attendre que je sois un mec. Et je sais que parfois ça peut m'emmerder. Et parfois, quand je séduis des hommes, je peux être beaucoup plus libre. Parfois, je sais que j'ai des copines qui adorent ou qui sont très attirées par mon côté féminin ou même le fait que je peux avoir de l'attirance pour des hommes. Et donc, tout d'un coup, c'est vrai que je me sens tout d'un coup plus d'espace, parfois en fonction de la présupposition qu'on attend de moi. J'ai l'impression d'adapter mon rapport avec c'est quoi être un mec, un homme. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Côté femme, parce que je peux pas m'exprimer côté homme, les mêmes questions se posent dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, on attend de nous qu'on soit quand même dans des qualités plus masculines, qu'on soit efficace, qu'on optimise notre temps et d'un autre côté, selon d'autres contextes. Et en fait, je pense que la question de contexte se pose à tout le monde et que c'est qu'une question de facettes et de savoir s'adapter et faire preuve de souplesse. Peut-être il faut juste se poser la question quel genre d'humain tu veux être et laisser tomber cette question de masculin et féminin. À quoi ça sert, en fait? C'est une bonne question. Et par moments, je suis rattrapé, par moments, je passe à autre chose, par moments, je m'en fous. J'avais un pote qui m'avait dit justement, je parlais de fidélité avec un copain qui était en couple homo. Il me dit, ah ouais, on est fidèles. Et puis, j'en parle à un autre pote, il me fait, non, mais ça va, il est fidèle. Va lui redemander, c'est quoi sa définition d'être fidèle? Et donc, je vais lui redemander, il me fait, bah oui, on est fidèle. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais par contre, on peut coucher avec qui on veut.
Et je lui ai dit, attends, c'est intéressant. Il m'avait dit justement que le fait qu'il n'y ait pas d'archétype ou de cadre très fort ou très visible dans la société de comment ça doit se comporter un couple homosexuel, ça lui avait amené beaucoup de liberté. Et en t'entendant là, je me dis qu'il y a aussi le fait qu'il y ait moins d'archétypes, ça permet aussi peut-être potentiellement de plus se créer ou d'aller trouver autre chose, ses repères pour son couple, pour sa vie amoureuse, se sentir épanoui sur Terre. Ouais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas d'archétype? Probablement, parce que pendant des années, nous pouvions pas se marier. Avec le mariage vient le concept de fidélité, monogame, etc. C'est vrai. Bon, maintenant, c'est possible, mais pendant des années et des années, ça n'était pas des siècles, même, c'était pas possible de se marier en tant qu'homo. Est-ce que c'est ça, la racine de peut-être une définition de fidélité qui est plus côté émotion que côté physique? Je sais pas. On dit que, je suis pas sûr que c'est vrai, mais on dit que les hommes ont envie et besoin de sexe beaucoup plus que les femmes et que les hommes peuvent dissocier sexe et amour plus facilement. Voilà. Deux idées préconçues. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais ça, c'est peut-être l'autre origine de ce fait que la fidélité chez les homos est peut-être plus souvent caractérisée comme une fidélité en termes d'amour que terme de sexe et de pouvoir s'envoyer en l'air sans que ça va contre la fidélité. Et en plus, je pense que c'est pas forcément vrai chez tous les homos. Je pense que si tu parles à 10 mecs homos, chacun va avoir une définition de fidélité un peu différente. Déjà, je sais que chez moi, ça a évolué. J'étais très dans la fidélité absolue et mon parcours fait que j'ai évolué dans cette pensée. À bien ou à tort, je sais pas. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal en prenant ce chemin aussi à mon ex, donc que je regrette énormément. Donc c'est pas facile. Et des fois, je me dis que mes idées de fidélité, de monogamie judéo-chrétienne viennent sans doute parce que c'est très compliqué de faire autrement. Je pense que dès qu'il y a une intimité, sexe ou pas sexe, mais une intimité, il y a de la jalousie avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui devient compliqué à vivre. Voilà, je suis pas sûr d'où ça vient. Oui, peut-être du manque d'archétype du couple homo, ou peut-être c'est quelque chose qui est bizarrement plus masculin, justement. Ce besoin ou cette facilité de sexe sans amour. Je ne sais pas lequel, peut-être un peu des deux. C'est un vrai cliché qui évolue avec les siècles. Par exemple, je crois qu'il y a encore un siècle et demi, on considère que les femmes avaient plus d'appétit sexuel que les hommes et que les hommes étaient incapables de satisfaire une femme. Et je crois que tu as des cycles où on va dire, voilà, ce siècle-ci, c'est les hommes, le siècle suivant, c'est les femmes. Ça peut évoluer effectivement selon les siècles. Il y a eu des siècles. Moi, je sais qu'il y a des élèves, je crois au 18e, c'était les femmes sont insatiables. Personne ne peut satisfaire l'appétit sexuel d'une femme. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Après, sur la dissociation entre le corps et le sexe, je pense que c'est un des sujets dans ce podcast, c'est que je pense que souvent, quand on est petit, les petits garçons, on leur demande de se couper de leurs émotions, ce qui fait qu'il y a une capacité à se couper de leur corps. Moi, j'ai pas eu ce truc-là. Je sais que mon monde intime est beaucoup plus émotionnel, que mes émotions sont beaucoup plus émotionnelles en fonction du contexte. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'hommes qui étaient très tout fonctionnel, puis le jour où ils sont une émotion, le jour où ils sont amoureux, tout d'un coup, leurs émotions, leurs érections fonctionnent plus de la même façon, parce que tout d'un coup, il y a une sorte de vulnérabilité, une connexion. Et même récemment, j'ai une copine qui considérait que les hommes ont une plus grande facilité à tomber amoureux vite, et notamment par la sexualité, que notre sexe nous connaît très très vite à notre cœur. Après, je pense que les femmes ont la même capacité à se dissocier, mais en fonction de l'éducation et des trucs. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de clichés, et en même temps, une base est plus liée à une éducation que spécifique à un genre. Je pense que ce que tu dis est vrai. Dire aux garçons, il faut pas pleurer, il faut pas ceci, il faut pas cela, faut pas être agressif. Donc voilà, donc on attend des garçons de ne pas exprimer plein d'émotions, donc ça arrive par être coupé. Probablement, ça fait partie aussi de cette équation. Ouais, chez moi, c'est très clair. Les fois où je suis plus dans une relation intime et que je prends en compte l'autre, ça va être beaucoup plus aléa de ce qui va se passer en bas. Et quand je suis un peu masculin et je suis dans mon énergie et c'est moi qui suis dans une énergie très comme ça, je pense que ça dépend de chaque homme et de chaque personne. Pour continuer sur cette idée d'identité et moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à être ami, à être en relation avec. Alors après, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui faisait du tantra homme, et lui, plutôt de dire je suis homosexuel, il préfère dire j'ai une préférence pour les hommes. De pas ériger la sexualité comme identité. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de simplicité à me connecter
avec des hommes qui préfèrent les hommes quand l'homosexualité est pas au centre comme identité et comme premier étendoir de présentation. Et dans ces cas-là, j'ai comme un mur où j'arrive pas. Il y a un truc où j'ai beaucoup de mal à me connecter. Je me demandais comment tu l'avais vécu toi, ça, ou cette différence, ou cette sensation. Quand j'avais 16 ans, je vous ai raconté tout à l'heure que j'ai compris que j'avais une attirance et une préférence pour les hommes, mais j'ai pas exclu pendant des années de pouvoir aussi avoir une attirance pour les femmes. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui m'attire chez quelqu'un? C'était rarement le corps d'un homme, c'était l'intellect, le sourire, l'intelligence émotionnelle, plein de choses qui ne sont pas liées qu'à un homme. Donc, pourquoi est-ce que ça serait qu'un homme qui m'attire? Ça s'est jamais fait. Ma mère m'a dit d'ailleurs, quand j'avais 21 ans, comment est-ce que tu sais que tu es homo si tu n'as jamais couché avec une femme? Oui, maman, merci. Et je ne sais pas quand, il n'y a peut-être pas un moment clé où j'ai eu un déclic, mais au fur et à mesure, au cours des années, je me suis dit, oui, non, je suis homo. I'm gay. Je dis rarement je suis homo, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que le français n'est pas ma première langue, mais j'ai mis des années pour le prononcer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve souvent des moyens dans des nouvelles relations de le glisser assez tôt parce que le plus longtemps que ça dure, le plus compliqué c'est, j'en ai rien à foutre. Mais après, c'est pas la première chose que je dis normalement. Quand je me présente, je me souviens même plus, Marc, quand on s'est connus, à quel moment je te l'ai dit, je sais pas. C'est juste pas important. Je pense que quand je me présente, je dis souvent, je suis autrichien et irlandais et j'habite en France. Et ça parle beaucoup plus de moi et mon identité multiculturelle, divers et tout ça, que de dire je suis un homme homo ou je suis gay. C'est vrai, mais c'est pas forcément le truc d'identité. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin que je faisais peut-être plus quand j'avais 18-19 ans. Avant mon coming out, je l'exprimais beaucoup plus, ça me travaillait plus. J'ai l'impression que c'est comme, le plus je l'ai accepté, le moins j'ai besoin d'en parler. Et encore maintenant, quand j'y pense, je réalise que la raison pour laquelle je le dis, c'est pour faire le tri des homophobes et des gens qui ont un préjugé. C'est la seule raison. Je suis pas très évangélique. Je suis pas là pour convaincre quelqu'un. Il y a plein de gens qui font ça et ça, c'est pas moi. Moi, je suis très chacun a son goût et tant que tu n'interfères pas avec ma vie, je n'interfère pas avec la tienne. Et si en plus on s'entend bien, c'est merveilleux. Et si on n'a rien à se dire, c'est très bien aussi. Il y a plein de monde dans ce monde. Je trouverai des copains qui pensent comme moi. J'ai pas besoin de convertir quelqu'un à penser comme moi. Je trouve ça même bizarre qu'on se pose la question de comment on se présente en tant qu'hétéro. Jamais on se présente en disant bonjour, moi je m'appelle Marion, je suis hétéro. C'est pas une question d'identité. J'ai relativement peu d'amis homo parce que c'est pas ça qui m'identifie. Je suis pas que dans un milieu homo parce que c'est pas ça qui fait partie de mon identité. Voilà. Comme tu dis, j'ai pas besoin de dire je suis hétéro. Personne le fait. Comme la question que je t'ai posée tout à l'heure, Marc. T'es quoi en tant qu'humain? Je comprends. Moi, je pense que j'ai la même chose quand je rencontre un homme qui se veut très viril et très masculin et dans lequel la première chose qu'il vend, c'est son identité de mec. Il y a des gens pour qui la sexualité, si tu as quelqu'un dont l'identité homosexuelle ou lesbienne ou hétéro est vraiment mis devant, tu as plus de mal à rencontrer cette personne pour qui il est ou pas? Non, j'ai pas plus de mal de le rencontrer. Ça m'amènerait pas d'afficher moi-même autant. Non, je m'en fous en fait. Chacun met devant ce qui est important pour lui. Après, tu parlais d'un mec très viril. Contrairement à toi, moi je trouve ça hyper attirant. Il y a une raison pour que je suis homo, parce que j'aime bien les mecs virils. En plus, en uniforme, alors... Moi, je trouve que, tu vois, un Jason Momoa ou un mec très viril, c'est très beau et je peux trouver ça beau. Et je trouve que les muscles, c'est beau. C'est plus quand, tu vois, quand c'est la personnalité est construite autour de je parle foot, je parle de je vais à la salle de sport et c'est plus quand la personnalité est construite autour de cette identification-là. Ah, c'est marrant parce que moi, cette phrase, j'entends du jugement là, dans le sens où est-ce que j'ai pas le droit d'être un mec, d'aimer le foot, boire de la bière et faire de la muscu sans dire que je me suis construit autour du cliché de la virilité? Est-ce que j'ai pas juste le droit d'aimer ça? Si, bien sûr qu'il y a un jugement. Après, moi, je regarde du foot, je fais du sport, je vais à la salle de muscu, j'aime me sentir viril, je comprends ces choses-là. Mais ce que je peux avoir, en fait, c'est ce que je peux avoir dans tout. Quand quelqu'un me présente sa religion ou son truc, ou que c'est la première chose, j'ai du mal à aller au-delà de l'étiquette. J'ai entendu quelque chose quand tu parlais, Marc, d'intention. Quand tu dis quelqu'un qui s'est construit autour, il y a une notion artificielle.
Et c'est ça qui me gêne. C'est pas le foot, la bière, la muscu. C'est vrai que j'ai du mal à parler foot parce que ça m'intéresse toujours pas, hein, mais j'ai rien contre. Par contre, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a certains mecs, et encore une fois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de jugement, c'est juste que moi, ça m'attire pas qu'ils se construisent autour d'un look, des hobbies, et peut-être même eux, ils l'aiment pas. Ils le font parce qu'ils pensent qu'il faut. Et donc, c'est là, il y a mon jugement dedans. Donc, moi, j'ai commencé à aller au gym depuis quelques mois. Donc, maintenant, au moins, je peux parler un tout petit peu de muscu. Mais pour continuer sur ça, c'était marrant, c'était une question que j'avais. J'avais un pote, un des premiers amis homo avec qui j'ai eu des rapports physiques et charnels. Un jour, m'avait dit, ouais, en fait, là, j'en ai marre, j'ai envie de retourner avec des meufs parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai 15 ans, je me comporte comme un homo, que je vis avec des homos et j'en ai marre d'avoir à appartenir et à devoir me comporter d'une façon pour appartenir à cette caste. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant de dire, ah putain, c'est ouf. Lui aussi, à cet endroit-là, avait un truc pour appartenir à ma bande. Je dois rentrer dans des clichés et des normes. Donc, je me demandais si tu avais vu ça en France ou tu avais vécu ça. Ça existe. J'éprouve pas le besoin d'appartenir. Je sais pas comment c'est aujourd'hui. Je le vois de loin, peut-être aussi loin que toi. Si tu vas dans le Marais, dans des bars, j'adore y aller et j'y vais aussi. Mais j'y vais pas tous les semaines ou tous les jours ou même tous les mois. Et c'est pas ma caste, moi. C'est pas ma bande d'amis. Donc, je m'éclate quand j'y vais. Mais j'ai pas besoin d'appartenir. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quel groupe j'appartiens parce que justement, ayant grandi autrichien, irlandais, dans une école internationale, en fait, j'appartenais nulle part ou partout, mais il y avait toujours quelque chose qui me gênait. J'ai mis des années pour trouver les livres, les théories de Emma Pollock sur Third Culture Kids, c'est-à-dire les enfants qui sont souvent soit de parentés mixtes et vivent dans un autre pays, soit de parents du même pays, mais qui vivent à l'étranger à cause de, par exemple, le service militaire. Quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite compris, ça c'est ma caste. Toutes mes amies, quasi tous mes amis les plus proches que j'ai depuis 20 ans ou 30 ans, sont en quelque sorte internationaux. Ils ont plusieurs cultures d'origine. Moi, j'ai pas besoin d'appartenir à mon caste gay parce que j'ai ça. Mais on a tous besoin d'appartenir. On est des animaux sociaux, donc il y a très peu de gens qui ne s'identifient à personne et aucun autre groupe. Moi, ma Third Culture Kid, ça me va très bien. Je me retrouve parfaitement avec toutes mes similarités, différences, y compris sexuelles. Je sais m'adapter. Je sais cacher mon homosexualité si besoin. Je choisis pas de le faire souvent. Donc, je peux me sentir très bien dans des groupes autrichiens, irlandais, français, gays, hétéros. Mais vraiment, chez moi, je me sens avec d'autres amis qui sont multiculturels. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure, puis juste pour resituer le contexte pour ceux qui nous écoutent. Olivier était mon mentor au MKP, qui est donc le Mankind Project ou les nouveaux francs guerriers en France, qui est un groupe, tu pourras mieux en parler que moi, parce que tu as fréquenté plus que moi depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport aux hommes, au masculin, à toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chez les nouveaux guerriers? Donc, Mankind Project, oui, une association qui existe depuis 25 ou 30 ans, je pense, aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années en France. Ça a pour but d'aider des hommes à mieux vivre leur masculinité, comment être un homme au 21e siècle. Et moi, ça m'a beaucoup impacté, en fait, parce que j'avais peu d'amis proches hétéros, un ou deux, très proches, mais peu. La plupart de mes amis proches étaient à l'origine des femmes. Après, je suis devenu copain avec leur mari. Et c'est peut-être banal, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas parler du foot parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai jamais investi du temps dedans. Donc, foot, sport, muscu. J'aime pas trop aller au pub pour me bourrer de bière, comme c'est souvent fait en Angleterre. Donc, en fait, j'avais pas trop d'opportunités non plus de devenir proche avec des hommes, surtout des hommes hétéros. Et donc, quand j'ai fait l'expérience d'une soirée on appelle ça la soirée de retour, une soirée d'information pour le Mankind Project, j'étais vraiment touché par les expressions d'amour, d'émotion, ce que les hommes avaient vécu juste le week-end avant. J'ai fait 2 soirées comme ça et je savais
pertinemment que je voulais faire ça, à la fois pour me confronter à mes propres émotions que j'ai du mal à exprimer souvent, ou j'avais plus de mal à exprimer, surtout à l'époque, et aussi à me retrouver dans un environnement masculin avec plein d'hétéros. Il n'y a pas que des hétéros, il y a plein de homo-bi, machin, il y a tout. Mais en général, c'est quand même majoritairement hétéro et que des hommes. Et c'était un gros challenge pour moi, parce qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Comment communiquer? Je suis différent. Déjà, je suis pas français. Après, je suis homo, etc. Donc, je me suis posé plein de questions. Mais j'ai adoré, d'abord, la rencontre avec moi-même. J'ai adoré la rencontre avec les autres. Et ça m'a donné des astuces de dépasser les différences pour trouver les points communs que j'accède maintenant, pas seulement avec d'autres hommes qui ont fait le Mankind Project, mais avec d'autres hommes en général. Donc, j'accède beaucoup plus facilement, j'ai un accès plus facile maintenant aux hétéros que j'avais peut-être beaucoup moins avant. C'était en 2014, c'était mai 2014, donc ça fait un moment maintenant. Et jusqu'à il y a peu, on s'est réunis tous les mois avec les autres hommes qui ont fait le week-end ensemble, tous les mois. Donc il y avait quand même aussi cette continuité de cercle de paroles d'hommes, cercle d'hommes qui m'a aidé sur mon chemin. Depuis 2014, toi, tous les mois? Oui. Wow. Au début, les premières 6 mois, peut-être la première année, c'était tous les semaines en fait. Après, le groupe devient indépendant, donc nous, on a décidé de faire d'abord tous les 2 semaines et après, c'est devenu assez vite tous les mois. Donc, pas toujours possible que tout le monde y soit tous les mois. Mais on a continué à se voir jusqu'à juin cette année. Voilà, on vient de dissoudre notre groupe. Je continue à être actif dans le MKP, mais pas avec ce groupe. Toi, ça date entre-temps aussi, Marc. Tu l'as fait en 2018, 9 19, novembre 19. Waouh, bravo. Putain, tu te souviens, novembre 2019, exactement. Ouais, c'est pour toute personne qui a envie de changer d'opinion sur qu'est-ce que c'est qu'à peut être un groupe d'hommes et un groupe de paroles d'hommes et l'importance que ça peut avoir, allez-y, foncez. C'est beau, c'est touchant. Et alors moi, dans la question à laquelle j'ai envie, c'est quoi tes astuces pour rencontrer des hétéros? Rencontrer, je sais pas, mais comment gérer la rencontre, en fait, tu vois, c'est peut-être une nuance. De dire très honnêtement que je suis pas très foot, et de partir sur autre chose. Donc après, ça dépend le contexte. Si je sais un minimum sur la personne ou c'est un contexte XY, donc souvent dans le monde professionnel, je vais partir sur leur boîte, leur employeur, par exemple. Et je fais suffisamment de recherche juste avant pour savoir 2 ou 3 trucs. Par exemple, leur boîte. Est-ce qu'ils sont plutôt en croissance ou pas en croissance? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de changer, etc. Et je pose une question sur un sujet comme ça ou quelque chose que je peux imaginer les intéresse. Je les fais parler et j'écoute. Et comme entre-temps, j'ai aussi fait une formation de coach moi-même et je suis coach en entreprise, mais cette formulation de questions et de retourner les questions vers l'autre pour écouter. Tout ça m'a donné à la fois la confiance de ne pas avoir peur et la technique de questionnement qui n'est pas intrusif, mais qui fait parler l'autre. La plupart des gens adorent parler de soi et il suffit d'une ou deux choses pour accrocher, pour trouver d'autres choses qu'on a en commun. Et c'est ça. Là où c'est difficile, c'est que si quelqu'un me pose une question sur le foot et je dis je connais rien, et après ils essaient un deuxième sujet, je dis n'importe quoi, la muscu ou je sais pas quoi, et je sais rien, ça freine la conversation. Donc l'astuce, je pense que c'est de moi poser des questions et d'écouter afin de trouver les sujets, voilà, qui lient, parce qu'il y en a plein sans doute. Voilà. Et une autre chose que je pense que ça dépend aussi beaucoup le contexte, mais surtout en tant que coach ou dans mon métier, je suis souvent en binôme avec des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, etc. Et je vais très bien sur une question assez profonde, assez intime personnellement, genre pourquoi vous vous levez le matin pour aller au boulot, en fait, qu'est-ce qui vous motive d'aller au boulot tous les matins, par exemple, ou peut-être encore plus presque intrusif, mais je choisis la question qui fait juste un petit je réfléchis et je réponds. Et souvent, ça suffit
pour aller un cran plus loin, beaucoup plus loin que le partage de tu aimes quelle équipe de foot et tu suis quoi et machin. Et c'était quoi le résultat du jeu le week-end dernier, qui finalement, si ça m'intéresserait vraiment, je pourrais regarder tous les jours pour être au courant. Mais ça m'intéresse moins. L'humain m'intéresse plus. C'est une des qualités parfois que je peux aimer d'entraîner avec des mecs, c'est que ça va parler de rien, mais juste on va passer un moment ensemble. Et le foot, la voiture ou le truc, ça va être juste un prétexte à glander ensemble. Bon, parfois, ça pourrait être plus silencieux. Mais je me souviens que j'avais un pote du MKP qui était dans un groupe de parole de toute sa famille. Et un jour, il a fait « Ah, vous en avez pas marre de parler de voiture, on ne peut pas parler de vrais sujets ?» Et en même temps, je comprenais sa frustration. En même temps, j'étais « Mais est-ce que tu vois que c'est leur seule manière à tous ces hommes, en fait, de créer du lien ?» J'étais en tristesse pour les deux. En tristesse pour les groupes d'hommes qui, en fait, ne peuvent parler d'aucun sujet intime et en tristesse que lui qui avait envie d'intime. Donc voilà, j'entendais. Ce que tu viens de dire sur glander ensemble, ces sujets permettent de juste être... ça m'a rappelé un ami qui était un peu un mentor en fait pour moi au début, plus âgé que moi. On voyageait souvent ensemble pour des raisons professionnelles et un jour il m'a dit ce que j'adore quand on voyage, c'est qu'on peut être ensemble sans parler et qu'on se fait suffisamment confiance ou qu'on se connaît assez bien pour que c'est pas bizarre. Et ce que tu viens de dire m'a évoqué ça, en fait. Je préfère presque être en silence confortable avec quelqu'un que de parler de n'importe quoi. Pas toujours, parce que de parler de n'importe quoi, ça peut être très rigolo et très chouette aussi. Hein. De déconner complètement et de juste partir en fou rire, c'est chouette aussi. Mais de rester en silence confortable avec quelqu'un, c'est pas évident. Mais j'apprécie beaucoup quand c'est possible. Pareil. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. On parle de voiture et de foot. On peut ne pas rentrer, ni Olivier ni moi, forcément, dans tous les clichés de l'intérieur de ce que c'est qu'être un mec, mais qu'il y a quand même une fascination pour savoir monter une voiture, un meuble, un truc. Il y a quelque chose, en tout cas chez moi, de putain, savoir réparer une voiture. Il y a un truc, je trouve ça formidable, quoi. Là, pour le coup, c'est toi qui identifies ça au mec parce que la fascination au fait de savoir monter un meuble, je pense qu'elle est universelle, tu vois. Enfin, ou de faire démarrer un moteur, tout le monde va trouver ça génial. Après, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus attribué, que tu as plus d'hommes t'as peu de femmes dans des garages et malgré tout, la proportion de corps masculin dans un garage ou de corps féminin est quand même. T'as beau avoir quelques femmes à haut pouvoir en Formule 1, voilà, bref, t'as quand même un truc où aujourd'hui ça reste un peu genre. Bon, juste pour rester sur un cliché, si tu as besoin de quelqu'un pour te monter un meuble Ikea ou autre, ou faire n'importe quoi avec bois, électricité, tu peux m'appeler. Je sais. Cool. Tout ça, je sais faire. J'adore faire en plus, donc. Cool, trop bien. Mais moi, je me souviens que ça a été un moment où je me suis senti quand même, alors un peu viril les trucs. Il y avait un mec qui était censé venir installer la fibre chez moi, et il commence à vouloir faire un trou dans le mur. Et je commence à avoir un peu plus d'expérience avec une perceuse. Il faut savoir que moi, je viens, mon papa ne savait pas faire réchauffer du riz. Pour mon père, c'était un exploit. Voilà le côté manuel paternel qui m'a été montré. Donc, l'outil d'une perceuse. Et le mec, je voyais qu'il faisait n'importe quoi. Et j'ai été, écoutez, laissez-moi faire. Donc, j'ai laissé le technicien. J'ai pris sa perceuse. C'est moi qui ai fait le trou dans le mur et qui ai fait mon trou dans le mur pour installer la fibre. Et il y a eu un petit moment de OK. À tout moment. Par moment, je sais faire. Par moment, je peux remplir le cliché. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Ok, alors la première, c'est qu'est-ce que tu aimerais que le masculin inspire ? L'amour exprimé. Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme ? Naturel. J'avais posé la question. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as eu envie d'être dans un corps de femme ou d'expérimenter ce que c'était qu'être une femme ? Non, j'ai pas envie d'être dans un corps de femme. Par moments, ça m'amuse d'être en drague ou de m'habiller en femme, etc. Pour Halloween, j'étais à New York, j'ai défilé. Dans la parade, 5 km en haut talon, mes pieds se plaignent toujours une semaine plus tard. Ça m'amuse, c'était rigolo. Mais d'être dans un corps de femme, non. Ça m'a jamais attiré.
Et je me suis jamais dit que je suis dans le mauvais corps non plus. Et je sais que ça arrive, mais pas à moi. Quelles seraient les premières mesures que tu prendrais aujourd'hui si tu avais ce pouvoir-là, que ce soit d'un point de vue politique, économique, culturel, social, pour tendre vers une égalité entre les femmes et les hommes? Éradiquer les préjugés. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans? T'as raison de ne pas jouer au foot. Mais moi, je ris en disant ça, mais je suis persuadé que je ne serais pas le même homme aujourd'hui si j'avais fait le choix de subir ce qu'on attendait de moi, de faire semblant d'aimer le foot. Ce n'était pas un choix facile, mais je suis content de l'avoir fait. Voilà. Donc, je pense que je rassurais moi-même à 5 ans en disant c'est le bon choix. En fait, au-delà de l'anecdote, c'était le premier choix vers l'affirmation. Et de la différence, et que c'est OK d'être différent. On parlait tout à l'heure des caractéristiques qui sont souvent cataloguées de masculines ou féminines, etc. C'est quand la dernière fois que toi, tu t'es senti équilibré dans tout ça? Tous les jours. Comme je m'en fous un peu de ces labels, voilà. Alors moi j'avais quand même une question, alors, juste pour revenir, parce que c'est venu 2 fois et je l'avais noté. Moi par exemple j'ai longtemps entretenu une forme d'envie et de jalousie avec le côté folle, justement, que tu as exposé 2 fois. Première fois tu l'avais dit au tout début de l'entretien et là tu en as un peu reparlé. C'est quoi ton ressenti par rapport au côté folle? Parce que je sais parfois même entre les homos ils peuvent être jugés. Je sais pas d'où ça vient parce que sur plein de sujets je suis pas très sûr de moi. Mais tout ce qui concerne ma sexualité, homme, femme, masculinité, féminité, je m'en fous du jugement de l'autre. Et ça vient de là. Je peux me déguiser en sorcière, zombie, en haut talons et faire une parade de 5 km à New York parce que je m'en fous complètement. J'ai plein de peurs, de plein de jugements, mais pas sur ça. Voilà. Et comme j'ai dit, je ne sais pas ce qui était le déclic. Je pense qu'on dit souvent on imite ses parents ou on rejette ses parents. Non, donc si tu as un père alcoolique, soit tu vas finir alcoolique, soit tu rejettes complètement l'alcool, par exemple. Une caractéristique très autrichienne, et c'était très, très présent chez mon père, c'était la peur du jugement de l'autre, y compris avec la phrase « ça se fait pas », qu'est-ce que les autres vont penser? Et une phrase qui m'a toujours rendu dingue, « un tel pense aussi ». Comme si le jugement de quelqu'un d'autre était plus important que le jugement de moi-même. Donc tout ça, je l'ai rejeté. Je pense que ça s'est fait à ce moment-là où je me suis dit, bon, maintenant, j'ai fait mon coming out avec ma mère. Mon père, c'était très compliqué pendant des années, à cause de mon coming out. Mais je l'avais fait et donc je me suis dit, bon, voilà, maintenant je fais ça et les gens soit ils m'aiment, soit ils m'aiment pas et tant pis pour eux. Et je sais pas d'où vient cette force, mais elle est là. Et je pense que c'est ça qui me permet d'aller dans une boîte et de danser comme un fou, de faire ma drag queen à New York, de faire des choses complètement fous ou folles. Et je m'en fous un peu parce que ça m'amuse. Voilà. Et c'est contagieux. Le nombre de gens qui ont pris des photos de moi, je pense que cet enthousiasme, c'est contagieux. Voilà, donc c'est ça qui est chouette, en fait, de voir l'effet que tu peux avoir sur quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'il y a encore de temps en temps un jugement dans mon quotidien. Par contre, ça peut m'arriver de mettre des robes, des jupes. Mais il y a encore, je suis parfois rattrapé par une identité. Mais donc, ça me redonne envie de continuer à faire ça et de m'autoriser à faire ça et d'avancer, que ça plaise ou pas. Merci beaucoup, Olivier. Si jamais nos éditeurs ils veulent suivre ton travail, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur les réseaux ou pas trop? Sur LinkedIn. C'est le seul réseau sur lequel je suis vraiment présent. Et Roldo, je pense. On le mettra dans le commentaire avec le podcast. Voilà. Absolument. Génial. C'est facile. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant d'avoir tous ces récits. Merci à vous deux. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.